Seul l'homme exploité crée de la valeur. La machine ne crée pas de valeur. Elle ne fait que restituer la valeur qu'elle contient, mais cette valeur, elle ne l'a pas créée. Cette valeur que la machine contient, c'est l'homme exploité en amont qui a fabriqué cette machine, qui a donc créé cette valeur. La machine ne fait que restituer, libérer cette valeur qu'elle contient, qu'elle n'a pas créée, en fonctionnant. Nous vivons dans un système capitaliste. Celui qui réalise la vente, c'est celui qui est en mesure donc de proposer un produit le moins cher. Donc vous voyez bien déjà à ce stade, à l'énoncé de cette loi, que le mode de production capitaliste contient sa propre contradiction. D'un côté, nous avons le principe de valorisation, j'achète 10, je vends 20. Mais nous voyons que pour nous en sortir concurrentiellement, nous sommes obligés de faire appel à de plus en plus de machines pour vendre toujours moins cher, mais que la machine ne crée pas de valeur. Donc, pour être en mesure d'être concurrentiel, je suis obligé d'augmenter ma force de production, mon volume de production, c'est-à-dire de compenser la baisse du taux lié à la concurrence par la masse produite qui va compenser le taux. C'est-à-dire que lorsque je produis 100 de richesse, je vais pouvoir récupérer par exemple 50 de bénéfices, mais au fur et à mesure que j'investis dans les machines et que c'est la machine qui remplace l'homme, lorsque je produis 100, eh bien, il ne me reste plus que 10 parce que la machine ne crée pas de valeur et que la part de l'homme dans le processus de production ne cesse d'augmenter et qu'il n'y a que l'homme qui travaille, qui produit de la valeur. Donc il y a une contradiction dans le mode de production capitaliste, c'est qu'il y a effectivement un mouvement de création de valeur, j'achète 10, je vends 20, mais le jeu concurrentiel m'oblige à vendre moins cher, à recourir à plus de machines qui, elles, ne créent pas de valeur. D'où cette loi qui s'appelle la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, qui montre que le capitalisme, par essence, est une contradiction. Ce qui le fait vivre, le fait mourir. La valorisation d'un côté et la dévalorisation. Et plus nous avançons dans le déterminisme historique, et plus nous voyons que les entreprises sont de plus en plus grandes et qu'elles tirent de moins en moins de profit. Si vous avez un talent pour la chanson, vous vous mettez sur le trottoir, vous chantez, vous encaissez 100 € avec la générosité des passants qui apprécient votre façon de chanter. 100 €, c'est 100 € pour vous. Vous êtes tout seul, il n'y a pas de machine. Votre taux de profit, quand vous avez 100 de production de richesse, c'est 100 pour vous. Le taux de profit est de 100%. Mais quand vous êtes 5000 ans plus tard, avec des investissements industriels toujours de plus en plus importants à échelle mondiale aujourd'hui, où la part de l'homme est réduite à peau de chagrin et que ce qui fait tourner le process de production, c'est la machine omniprésente qui ne crée pas de valeur, vous voyez bien que pour tirer 100, eh bien, il ne vous reste plus pour vous que 1 ou 2. Et cela explique qu'au départ, le process capitaliste, c'était la rente foncière, où vous pouviez gratter la terre avec vos mains, et quand vous produisiez 100, en gros, vous aviez 100 pour vous, parce qu'il n'y avait que votre travail pur, donc c'était 100% de taux de profit. Et aujourd'hui, les agriculteurs, 5000 ans plus tard, avec les investissements en tracteurs, avec des terres cultivables toujours plus grandes en surface, avec un raisonnement purement comptable, avec le démembrement des années 60, on a détruit la dimension humaine de la paysannerie, où il y avait des petits bocages, des haies, des petites surfaces cultivables qui étaient imbriquées, avec des sentiers, avec des chemins qui disaient la vie, qui disaient l'humanité. Aujourd'hui, vous avez des tableaux Excel. Les champs agricoles ne sont que des tableaux Excel. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a des nouvelles générations de tracteurs aujourd'hui où il n'y a même plus besoin de bonhomme à l'intérieur. C'est le GPS qui fait tourner le volant, qui gère les insecticides, les pesticides, qui ramasse. Enfin, il n'y a plus besoin d'humanité. Et c'est pour ça que ça rapporte rien. C'est qu'il n'y a plus d'hommes. Il n'y a que l'homme qui crée de la valeur. La machine, elle ne crée pas de valeur. Et c'est pour ça que donc la rente foncière au départ, où il y avait un taux de profit, la rente commerciale, où déjà on essayait d'organiser et centraliser la distribution à une échelle un peu plus grande. Rente foncière, au départ, c'était le village, on faisait des échanges entre membres du village, passe-moi une truelle, passe-moi un marteau, il y avait des échanges, même avec de l'argent, même avec la transitivité de l'argent, peu importe, ça ne change rien. Il y avait des échanges, je dirais, embryonnaires. Ensuite, le commerçant localement, le commerçant de centre-ville commençait à gérer des volumes de mouvements marchands plus importants, et ensuite l'industrie, des mouvements encore plus importants au niveau national, au niveau
je dirais, au niveau mondial. Et, 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 euh, et donc, il a fallu anticiper même les investissements matériels en anticipant des chiffres d'affaires avec le jeu bancaire, le jeu de la dette, anticiper des bénéfices plus tard, en créant de l'argent aujourd'hui, de la valeur aujourd'hui créée sur la promesse de la réalisation d'une valorisation future. Et donc, in fine, il n'y a plus maintenant que la banque qui est la dernière poupée russe qui consomme toutes ses antériorités. La banque a consommé donc la rente industrielle, qui elle-même a consommé la rente commerciale, qui elle-même a consommé la rente foncière. Et aujourd'hui, on voit qu'on est quasiment sur une fictivité totale. On est sur du chiffre, c'est que même la monnaie n'a plus de valeur. Il y a bien longtemps, avec les accords de la Jamaïque ou Bretton Woods, donc il y a eu un désaccouplement, je dirais, de la valeur intrinsèque en équivalent hors de la monnaie. Donc il y a bien longtemps, je crois que c'était en 71, le 15 août 71, Nixon a annoncé la désindexation de la monnaie avec l'or. Donc on voit que la monnaie, déjà, il y a plus de 50 ans, c'est dématérialisé. Et cette course à la dématérialisation ne cesse d'augmenter et qu'aujourd'hui, on est sur une fictivité totale. On travaille... on travaille, on se demande pourquoi. On est même au bout du bout. Euh, oui, juste un petit complément qui n'était pas prévu, mais en revoyant le début de la vidéo et la définition sur la baisse tendancielle du taux de profit, j'ai réalisé qu'il manquait quelque chose. C'est que j'ai énoncé la loi dans sa forme, je dirais, académique, incontestable, qui est portée par son propre déterminisme, indépendamment des gesticulations des hommes. J'aimerais néanmoins la valider par ma propre explication personnelle, parce que cette loi, j'ai mis des années à la comprendre. C'est pour ça que j'ai essayé de vous la présenter avec le plus de pédagogie possible, de manière la plus imagée. Mais après avoir fait tout ça, il faut que je vous explique deux choses. Donc la baisse tendancielle du taux de profit, c'est donc l'aspect valorisation, l'aspect dévalorisation, vous l'avez compris. Comment expliquer que l'homme exploité crée de la valeur et que la machine n'en crée pas? Alors, juste deux petites choses à laquelle moi-même je me raccroche pour l'admettre. Un homme exploité, c'est quelqu'un qui va travailler, qui va produire 100 de valeur, mais on ne va le rémunérer pour son travail que 50. Ça veut dire qu'il y a une partie qui lui est confisquée. Et vous me direz, oui, mais qu'est-ce qui permet, quelle est la force qui permet de payer 50 quelqu'un qui a produit 100? Alors, juste une explication. En tordant le bras, en tordant le bras à l'humanité, en l'obligeant à se soumettre. Il y a un moment où le capital avait encore une forme archaïque et il fallait mettre les gens en esclavage, enfermés dans des barbelés avec des lois ségrégationnistes, esclavagistes. L'esclavage était inscrit dans la loi, il y avait une coercition de la loi parce que c'était encore relativement archaïque. Mais déjà à ce moment-là, il fallait forcer mécaniquement des hommes à se soumettre pour travailler pour rien. Donc c'était la forme la plus brutale, la plus archaïque. Là maintenant le système s'est perfectionné, c'est que on crée du chaos à l'autre bout du monde, on crée des conditions de guerre, de dévastation à l'autre bout du monde. Et ces gens qui sont en souffrance à l'autre bout du monde, on les fait venir en Occident pour qu'ils acceptent de rentrer en concurrence. Non seulement de rentrer en concurrence avec les ouvriers occidentaux, mais d'accepter de produire au moins autant de travail, voire plus, mais pour beaucoup moins cher. Et ils l'acceptent humainement parce que pour eux, venant du chaos et de la guerre, et des égorgements de masse, et des bombardements de masse, et des corps déchiquetés, et des massacres de masse, quand vous vivez ça dans votre chair et que vous arrivez en Occident, même si c'est déjà très dur pour le prolétariat européen, vous vous dites, mais moi je suis prêt à travailler pour moins cher, je suis prêt à travailler pour moins cher. Donc vous créez du chaos, vous faites venir des gens qui donc, grâce à l'épouvante qu'ils ont vécue et qu'ils gardent dans leur chair et dans leur âme, acceptent de travailler pour toujours moins cher et même de travailler pour rien, pour peu qu'on leur offre le gîte et le couvert. Vous voyez, donc voilà une explication, voilà un mécanisme qui permet, lorsque l'homme qui travaille produit 100, que vous puissiez lui payer 50, 30, 20, 10 et même 0.
et même zéro. C'est possible. C'est-à-dire qu'on peut extorquer, il y a des leviers qui permettent d'extorquer la valeur produite à celui qui la produit. Voilà. Donc l'homme exploité crée de la valeur. Il n'y a que l'homme exploité qui crée de la valeur grâce à cette mécanique de coercition du capital sur l'humanité. Maintenant, pourquoi est-ce que la machine ne crée pas de valeur ? Vous pouvez me dire, mais oui, mais moi j'achète une machine, elle coûte 100, je l'amortis sur 10 ans, elle me coûte 1000 par an, elle me coûte donc 1 tous les mois ou 0,8 tous les mois. Cette machine, je vais la louer, elle va me rapporter 3 par mois, je peux la mettre dans le process de fabrication et ne pas répercuter complètement son coût sans en faire un petit bénéfice. C'est vrai que sur le papier, vous pouvez bien sûr, si cette machine vous coûte 1 par jour en l'amortissant, vous pouvez l'intégrer dans le calcul de votre prix de vente pour que si elle vous coûte 1 par jour, vous puissiez dire à votre client, mais moi j'ai une machine performante, elle me coûte tant, etc. Je te la facture 3. Donc elle me coûte 1, facture 3. Oui, c'est peut-être possible à certains moments, mais je vous parle de tendance. Mais ce qui se passe, c'est que la concurrence, n'oubliez pas, le monde concurrentiel dans lequel on est, si vous êtes 2 concurrents, 10 concurrents sur le même segment, à produire le même produit, vous allez forcément investir dans les mêmes machines. Parce que le fournisseur de la machine va aller voir tous vos concurrents et dire, allez, dans votre activité professionnelle, je viens de sortir une nouvelle machine. La précédente génération ou celle de mes concurrents, elle permettait de produire 10. Moi, la mienne, elle coûte 20% de moins et elle va vous permettre de produire 20. Voilà. Génial, j'achète, je signe. Mais pourquoi vous ne pouvez pas répercuter, générer de la marge sur ce nouvel investissement matériel qui vous permet, sur le papier, effectivement, qui vous promet un potentiel de profit supplémentaire, pourquoi en réalité vous ne le faites pas? Parce que votre voisin le fait, votre concurrent le fait. Ce qui fait que le bénéfice que vous faites sur l'investissement matériel, même s'il pouvait avoir un déploiement en termes de profit, vous ne le faites pas parce que vous reniez, la machine ne sert qu'à produire plus vite et en plus grand nombre, mais vous ne pouvez pas générer. La force qui s'exerce sur l'investissement matériel fait que vous ne répercutez pas les marges promises. Vous les absorbez parce que vous voulez être le moins cher. Le seul endroit où on peut créer du profit, c'est sur l'homme que l'on exploite, comme je l'ai expliqué, en lui tordant le bras et en le soumettant à accepter vos conditions. La machine, si cette machine est plus performante et vous dites tiens, je vais faire un petit incrément, un petit bénéfice dessus, mais que votre concurrent ne le fait pas, le lendemain, vous baissez. Et c'est ça ce qui se passe, ça baisse. Et finalement, votre machine, elle ne fait que produire ce qu'elle vous a coûté. Elle ne produira pas ce qu'elle vous a coûté plus un bénéfice. Donc il n'y a pas de bénéfice à espérer de la machine, même si sur le papier, potentiellement, c'est possible, mais la concurrence vous impose de ne pas pouvoir le faire. Donc la machine ne crée pas de valeur. L'homme exploité crée de la valeur. Donc toute l'astuce, c'est comment exploiter l'homme, comment lui faire accepter de travailler toujours plus en ayant toujours moins. Mais c'est grâce aux coups de fouet. Toujours les coups de fouet, la coercition. Et puis ça ne suffit pas, il y a la loi. C'est que si l'homme se révolte, eh bien vous allez voir la justice et les juges qui vont dire mais monsieur, vous vous êtes révolté, vous avez levé la main, vous avez été grossier. C'est vous qui êtes en contravention, vous êtes un sociopathe. Et vous pourrez toujours expliquer, mais je me suis révolté, j'ai été violent, j'ai insulté quelqu'un, parce que je réponds, ma violence, c'est la réponse à la violence de votre maître à vous, monsieur le juge. C'est l'État qui vous paye pour m'empêcher de me révolter contre la violence que l'on m'inflige. Le mode de production capitaliste m'inflige une violence permanente pour me soumettre, me tordre le bras pour que je produise toujours pour moins cher. Et si j'ose me révolter, c'est par la violence, par le verbe, par la violence, par la rébellion, par l'insurrection. Et là, je suis fusillé. Le rôle de la justice, c'est de fusiller ceux qui osent se rebeller contre la violence de l'ordre marchand. La justice n'est que l'outil, le père fouettard de ceux qui se rebellent contre la violence de l'ordre marchand. Fusilleur un jour, fusilleur toujours. Sauf que il n'y a que l'homme qui crée de la valeur, pas la machine. Donc, ce qui crée de la valeur baisse, la place de ce qui crée de la valeur baisse, puisqu'il y a de moins en moins d'hommes dans l'outil, dans le process de production, et il y a de plus en plus de machines qui ne créent pas de valeur.
Et c'est pour ça que les entreprises sont obligées d'être toujours plus grandes, plus grosses, parce qu'elles contiennent en elles cette contradiction, cette loi qui s'appelle la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. Tendancielle. Vous pourrez toujours trouver des contre-exemples, des niches. Dans le luxe, par exemple, vous pouvez m'expliquer qu'il y a encore des endroits où ils produisent peu et c'est tellement élitiste qu'ils arrivent à maintenir des prix. Oui, c'est possible. Ou même la location, vous achetez du matériel, vous le louez, vous faites de la marge, vous pouvez, avec du matériel, générer du profit. Même s'il n'y a pas d'hommes, vous ne louez que des machines, vous faites de la location de machines. Il y a encore peut-être des niches, mais c'est pour ça qu'on parle de tendance. Il faut avoir une vue globale. Quand vous regardez le monde de production capitaliste dans sa globalité, même s'il y a des exceptions avec des petites niches qui invalident la tendance, moi je vous parle de la tendance. La tendance, c'est que la concurrence fait baisser les prix et que votre seul moyen de compenser la baisse des prix initiée par la concurrence, c'est d'augmenter votre productivité. Et la productivité, elle ne peut s'améliorer qu'en faisant appel à de plus en plus de machines qui ne créent pas de valeur. Donc moins d'humanité dans le processus de production qui crée de la valeur et plus de machines dans le processus de production qui ne créent pas de valeur. Donc, le 10 qui donne 20, le process de valorisation est toujours là, mais sauf que vous êtes obligé de faire appel à des machines qui, elles, font chuter la place de l'humanité dans le process de production, et quand il y a de moins en moins d'hommes exploitables dans le process de production, votre process de production est de moins en moins rentable, et vous êtes obligé d'être toujours plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Et aujourd'hui, on est au bout du bout, du bout, du bout. Je prends une entreprise comme Renault, je ne vais pas dire de bêtises, mais j'ai appris, alors je me trompe peut-être, parce que je vous livre juste une information journalistique, et Dieu sait qu'il faut se méfier des journalistes. Il semblerait que dans le bilan de Renault, je prends Renault parce que ça symbolise déjà une entreprise française, une entreprise qui était en difficulté dans les années 80, qui a été nationalisée, qui ne doit sa survie déjà qu'aux contribuables. Enfin bon, vous voyez, tout ça sent la non-rentabilité déjà dans les années 80 et même déjà avant. Mais aujourd'hui, Renault, dans le bilan de Renault aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, je prends d'infinies pincettes, vous vérifierez par vous-même, dans le bilan, ce n'est pas la production de voitures qui crée de l'argent. Parce que la place de la robotisation de la machine est telle qu'il n'y a plus que des machines et la machine ne crée pas de valeur. Le seul élément dans le bilan de Renault qui fait que c'est rentable, c'est la partie financiarisation, c'est le financement des voitures, c'est la partie bancaire. Parce qu'effectivement, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, en plus de cette baisse tendancielle du profit, il se passe que la rente foncière a été phagocytée par la rente commerciale, qui elle-même a été phagocytée par la rente industrielle, Renault, rente industrielle, et la rente financière qui a phagocyté la rente industrielle. Et donc c'est cohérent avec ce que je viens de dire, c'est que on est en phase terminale de la vie du capital, et Renault montre bien que ce qui aujourd'hui est rentable dans une très grosse entreprise, qui a joué à fond la carte de la robotisation, qui a fait en sorte qu'il n'y ait plus que des machines qui produisent, eh bien, ce que produisent les machines ne crée pas de valeur. Les voitures ne créent plus de valeur, alors que c'est des milliards et des milliards et des milliards de chiffres d'affaires. Ce qui crée de la valeur aujourd'hui, c'est qu'on en est aujourd'hui à la rentabilité de l'entreprise n'est que financière. Donc, une fois que les entreprises auront consommé la rente financière, puisque, je le répète, la rente industrielle de Renault ne le fait plus vivre, ce n'est plus une rente, c'est fini. La rente industrielle est morte, comme la rente commerciale est morte. Les centres-villes avec les petits commerçants qui croyaient tenir le haut du pavé, comme au 18e, 19e, 20e, début du 20e, avec la bourgeoisie locale dans les centres-villes qui faisait la pluie, le beau temps. Ils se sont crus éternels avec leur mode de production qui leur assurait une dominance sur les autres. Non, ça c'est fini. Et encore plus en arrière, la rente foncière. Les propriétaires terriens, il y a encore 200, 300 ans, tenaient le haut du pavé. Vous n'aviez pas de terre, vous n'étiez rien. C'était les rois du monde. Et bien, ils ont été balayés par l'histoire du capital. Les commerçants de centre-ville ont été balayés par l'histoire du capital. Les industriels ont été balayés par l'histoire du capital. Moi, j'ai travaillé pendant 7 ans pour une PME stéphanoise. Je veux dire, c'était une famille bourgeoise de Saint-Étienne qui était propriétaire. Quand je suis parti en 2000, le patron
propriétaire a vendu, et c'était vendu à des entreprises plus grosses, peut-être des fonds de pension, je n'en sais rien. Enfin bon, c'est liquidé. Tout ça, c'est liquidé. Hein. Même Michelin n'appartient plus à la famille Michelin. Peut-être qu'il y a un membre Michelin qui a peut-être 10-15% des parts, mais aujourd'hui, les grosses entreprises industrielles appartiennent à des conseils d'administration. Ce sont des capitaux. On est sur des, qu'on appelle ça, sur des on est au stade de l'appartenance, et ce sont des capitaux par action. Ce ne sont même plus des êtres humains. Vous avez une fraction de capital. Comme quand vous achetez un cheval de course, vous achetez 5%, 10% d'un cheval de course, c'est pareil. Bon. Donc pour en revenir à Renault, mais Renault, comme toutes les grosses entreprises, mais regardez même l'industrie allemande, l'automobile, c'est colossal. Mais ils ne gagnent plus d'argent. Ils ne gagnent plus d'argent, c'est fini. Il n'y a que la partie financière. Donc on est au bout du bout. C'est qu'aujourd'hui, la seule rente qui continue à se maintenir et qui maintient tout, c'est la rente financière. Mais elle s'effondre. En 2018, les taux négatifs. Les banques centrales vous ont vendu de l'argent avec des taux négatifs. Et si on est repassé au taux positif, c'est pas parce que ça s'est amélioré. C'est qu'eux-mêmes, maintenant, vendent leur propre capital. C'est la fin. C'est la fin. Et c'est tant mieux.